Je hais, du ciel ironique et cruellement bleu, les fausses promesses, les vains espoirs, toutes ces fables découpées dans l'azur et cousues de fil blanc par des poètes dont l'existence reste incertaine, car j'ai connu la perfidie du bleu qui vous éblouit pour mieux vous dépouiller de votre bien le plus cher et finit par vous abandonner dans le rouge ultime du sang. Daniel Kay, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de faire ces ricochets avec vous. Vous étiez au marché de la poésie et vous êtes auteur de beaucoup de livres, bien sûr, entre autres Le dessert des gaufrettes aux éditions Envenit, Petit pan de Proust aux éditions des Instants, Les vies silencieuses dans la très belle collection blanche de Gallimard, Un peigne pour Rembrandt et j'en passe. Vous avez écrit aussi sur les Bretons. Alors, dans un livre qui s'intitule Le tombeau de Jorge Luis Borges, je reprends en fait des textes que j'ai écrits sur effectivement un certain nombre d'auteurs qui ont un rapport avec la Bretagne, notamment toute une série de poèmes sur Georges Perros, oui, sur Armand Robin et surtout sur Victor Segalen. Oui. Perros, pourquoi Perros? C'est une vieille passion, c'est oui. une œuvre très importante et aussi un homme, un personnage qui est devenu presque mythique, légendaire, hein, comme tout le monde sait, qui a tout quitté sur la moto que lui avait offert, comment s'appelle-t-elle cette actrice, Jeanne Moreau, qui est loin de Paris, il s'en va, il s'arrête à Douarnenez, il va passer le reste de sa vie à Douarnenez, il laisse Jean Vilar, le TNP, la Comédie Française, et puis là, il vit une vie très simple. Oui. Et il écrit donc une œuvre tout à fait hors du commun, oui. Notamment les fameux papiers oui. collés, qui est une œuvre sans être une œuvre. Oui. Alors, vous êtes, je dirais, un peu, vous donnez l'impression d'être un peu ailleurs, un peu distrait, dans un mouvement. Et d'un seul coup, vous écrivez. Quand vous écrivez, on a l'impression que quelque chose s'est stabilisé. Comment vous convoquez les images? Qu'est-ce qui stabilise le mouvement qui est en vous? Qui est Daniel Kay? Parce que vous êtes quand même quelqu'un, on a l'impression que vous êtes dans un mouvement perpétuel, et d'un seul coup, vous devenez un contemplatif. Ah, peut-être que, justement, un des intérêts, une des fonctions de l'acte poétique ou de l'écriture poétique, c'est peut-être de chercher ce calme et cette stabilisation. Mais cette stabilisation à laquelle on n'arrive véritablement jamais. Mais pour parler de choses extrêmement simples et extrêmement concrètes, oui. Ce que vous avez réussi à déceler, c'est que la plupart du temps, effectivement, je pars d'une idée, d'une association de mots, de quelque chose que j'ai pu observer, mais souvent dans des situations assez difficiles, les situations de déséquilibre, de la vie courante, les plus risquées. Quand je suis dans une voiture, je ne peux pas m'arrêter pour écrire ou regarder le paysage, c'est très compliqué. Quand je suis en train de marcher, ou alors quand il me manque le papier, je ne peux pas être un auteur qui se met à sa table à 7 h le matin, de 7 à 8, prend son papier et commence à écrire, etc. J'ai besoin donc de cette inquiétude fondamentale, du risque, ce tourment, et qui va m'amener, je pense, à une certaine forme de tranquillité, de calme intérieur, et qui n'est jamais totale. Alors, vous avez écrit ce livre qui est magnifique, que nous montrerons tout à l'heure, Le dessert de gaufrettes du peintre Baugin. Oui. Alors déjà, avec Baugin, vous allez nous dire, il y a une confusion entre les deux Baugin. À mon avis, oui. Alors, votre Baugin, c'est lequel? Alors, moi, mon Baugin, qui est également celui du grand critique, de l'immense critique Charles Sterling, qui l'a révélé donc dans les années 1930 à la grande exposition de l'Orangerie sur les peintres de la réalité, avec les deux Latour, les Poussin, les Lenain, etc. Pour Charles Sterling, il n'y avait aucun souci, comme pour Pascal Quignard, qui est aussi quelqu'un qui n'est pas n'importe qui est un très bel écrivain. C'est le peintre des natures mortes, donc des 4 natures mortes, les 2 natures mortes du Louvre, et celle de Rennes et celle de la Galleria Spada à Rome. Donc cette nature morte et vivante, qui est très simple, qui oui. est, je dirais, dans la vie quotidienne, comment vous est venue l'idée de... Qu'est-ce qui vous a attiré dedans? Alors,
Pour moi, par exemple, la nature morte de Gaufrette, là, c'est un des plus beaux tableaux du Louvre, peut-être le plus beau, et aussi un des plus beaux tableaux du monde. Hein, comme, il est très épuré d'ailleurs. Oui, et il est très simple, hein, très simple, très épuré, à la fois très austère, mais il y a une sorte de sensibilité, presque de sensualité, mais très particulière. Une sorte de sensibilité qui viendrait de l'austérité, de la contemplation, d'un côté presque mystique, mais une mystique qui n'est peut-être pas si simple, qui n'est pas réductrice à une religion. Et le dessert des gaufrettes, il n'est pas non plus, on ne peut pas le réduire un certain nombre de symboles, comme dans la plupart des vanités. Alors, on ne peut pas véritablement, il échappe à tout le temps, ce dessert des gaufrettes. Et pour moi, c'est un tableau aussi, enfin je vais reprendre ce terme mythique, un tableau de légende. On le retrouve bien entendu dans Tous les matins du monde de Pascal Quignard, magnifiquement mis en scène dans le film, hein, d'Alain Corneau, oui. Où c'est Michel Bouquet qui peint dans Tous les matins du monde. Hein, et qu'on retrouve également, pas le dessert des gaufrettes, mais la nature morte à l'échiquier, qu'on retrouve donc chez Georges Perec. Hein, donc c'est vraiment un très beau peintre, et en même temps très mystérieux. On sait très peu de choses sur lui, pratiquement rien. La plupart des tableaux sont signés juste Beaujean, c'est tout. Bon, qui sait, allez vous débrouiller avec ça. Je trouve chez vous un côté contemplatif. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit, mais on a l'impression que quand vous regardez quelque chose, vous êtes dans cette beauté augmentée. Et vous avez un très beau texte justement sur les statues. Vous voulez bien nous le lire? Oui, parce qu'il y a deux séries de statues hein, oui. Dans mon œuvre. D'abord dans un livre qui s'appelle Vie silencieuse, oui, donc, et c'est Gallimard, et dans l'autre, son pendant, qui est également dans la blanche chez Gallimard, oui. Qui s'intitule Un peigne pour Rembrandt, et qui se termine également par une série de statues. Alors, je vais vous en lire deux. Oui. On dit que les statues meurent parfois comme des êtres chers sous le fait des années. Fragments de la beauté du monde n'a jamais scellé de leur cercueil de feuillage. Ce jour-là, elles eurent froid et se couvrirent les lèvres d'un bâillon de rosée. Les yeux clos déchiffraient sous les nuages les signes d'un frémissement, sous la cape de l'indistinct manteau de pluie, l'attente d'un mouvement entre les feuilles, l'étonnement d'un lied de Brahms. C'est magnifique. Merci. Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous, ces statues? Vous avez l'impression qu'elles sont abandonnées à un sort et elles ont beaucoup à dire? C'est cette solitude? Peut-être, et bon, ça fait des années qu'elles me fascinent, effectivement. Hein, ces êtres de pierre, hein, et ces êtres de beauté qui sont à la fois pétrifiés, forcément, qui sont pierres, et en même temps qui sont presque vivantes, qui nous susurrent quelque chose à l'oreille. Oui. Daniel, vous êtes un homme tourmenté? Je ne sais pas, mais je suis certainement tourmenté, et en même temps, comme beaucoup d'artistes, même de la plupart des gens au quotidien, je peux passer bien sûr par des stades de tourment, d'angoisse, et aussi des phases de sérénité, bien entendu. Mais et ces statues, elles m'apportent effectivement quelques images de sérénité. On peut penser au poème de Verlaine, son regard est pareil au regard des statues, vous savez. Donc je dirais qu'il y a peut-être presque une dialectique du tourment et du recueillement mystique et de l'apaisement. Oui. Que l'un ne va pas sans l'autre. Ou alors si cette dialectique se résout quelque part, c'est dans le poème. Oui. Voilà. Donc vous avez mis un peu votre poème, votre écriture, cette beauté augmentée, parce qu'il y a beaucoup de beauté dans ce que vous écrivez, au service des pierres, en quelque sorte, des statues, et en même temps de la peinture. Alors, vous allez vous-même nous dire comment vous définissez, parce que pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait fait un lien, toujours, entre peinture et les mots, en quelque sorte. Oui, mais vous savez que c'est une très vieille histoire, hein, oui, bien entendu. Alors, quand on regarde l'histoire de la poésie, on connaît tous le vers d'Horace, hein, ou de Pictura Poesis, bien entendu, qui a pris des formes très différentes à travers l'histoire de la poésie et l'histoire de la peinture. Et bien entendu, parce que de toute façon, le poète est aussi un homme d'image, hein, comme le peintre. Tous les deux sont travaillent dans l'imaginogène, je dirais, et
Et parfois de manière différente, parce qu'il y a des conceptions de l'image poétique, bien sûr, entendu, très, très différentes. Hein, si on parle des imagistes américains, ne pratiquent pas l'image de la même façon que les surréalistes, oui, qui parlent du stupéfiant image ou autre. Mais on est toujours effectivement dans l'image, et bien entendu, comme le fait le peintre, hein, vraiment ce sont deux arts qui sont très liés et qui n'ont pas cessé de correspondre à travers les siècles. Hein. Même chez des gens, comment dirais-je, qu'on ne soupçonnerait peut-être pas. Hein. Quand on parle par exemple de peinture et de poésie, on va beaucoup penser au XIXe siècle, à Baudelaire, etc., et aux surréalistes, mais des gens comme, par exemple, Ronsard oui. ou Du Bellay aussi avaient des modèles qui étaient des modèles dans la peinture, même si c'était un petit peu oublié aujourd'hui, hein, bien entendu. Donc moi je me dis un petit peu, comment dire, peintre, ou plutôt écrivain un peu pictorialiste. Pictorialiste. Le lecteur participe beaucoup. On a l'impression que vous avez envie de lui communiquer tout ce que vous ressentez. Et je pense qu'effectivement, enfin, tel que je le conçois, hein, chez oui. tout créateur, il doit y avoir une part de bonté et de générosité. Donc le lecteur ne doit pas être laissé sur le bord de la route. Je ne l'écrase jamais sous des tonnes de citations confuses ou autres. Hein. Je lui tends toujours la main, je l'aide toujours un petit peu, mais je joue aussi un petit peu avec lui. Hein. Bien entendu, c'est pas un père tranquille, le lecteur. Hein, il faut aussi qu'il s'interroge, qu'il soit éventuellement bouleversé, touché et surpris, hein, pas toujours dans le confort, lui non plus, hein, le lecteur, mais avec un profond respect, hein, pour le lecteur. C'est bien entendu, hein, c'est un ami quelque part. Hein. C'est la finalité du livre aussi. Pour moi, oui. Et encore une fois, mon lecteur, je l'aide et je lui tends la main. Hein. J'ai envie aussi de lui faire découvrir des choses, bien entendu. Alors, vous avez écrit aussi aux éditions des Instants, une très belle édition, ce livre, Petit Pan de Proust. Oui. Donc, Petit Pan de Proust, c'est voilà, le mur jaune, voilà, tout à fait, nous le verrons tout à l'heure. Et donc, Petit Pan de Proust, Vermeer, Proust, comment c'est venu? Alors, ça... Chez vous, c'est Daniel Kay, comment c'est venu? Alors, comment c'est venu? C'est d'abord, avant ce livre-là, il y en a eu un autre qui traitait en fait des rapports entre Proust et les peintres hollandais, oui. Qui était un petit peu un livre, un essai, qui relève aussi de la poésie, puis presque de la sémiotique sur les images, la façon de considérer les images, d'analyser les images d'artistes hollandais, et par rapport bien sûr à l'univers de Proust. Bon, cela dit, il y a eu beaucoup de choses sur Proust et la peinture, mais comme beaucoup de gens, j'ai été fasciné par la vue de Delft, le pan de mur jaune. Moi, je suis dans la vie, on va dire sociale, je suis enseignant, oui. Et je suis allé avec des élèves, j'ai travaillé avec des élèves, des grands élèves de première, sur la recherche du temps perdu. On était allé voir une rétrospective, mais il y a très longtemps. Avant la rétrospective d'Amsterdam, il y a eu une grande rétrospective. Et mes élèves m'avaient dit, écoutez monsieur, on va demander aux gens, aux touristes, où se trouve pour eux le pan de mur jaune. Ce qui est une très belle initiative. Donc, ils vont demander aux touristes, des Belges, des Allemands, des Italiens, etc., qui passaient devant le tableau où il est, etc. Et en fait, personne ne savait très bien où était ce pan de mur. C'était à la recherche du pan de mur. Voilà, c'est ça. Et donc, bien entendu, il y a tout un passage dans Proust, hein, qui traite de cette chose-là. C'est la mort de Bergotte, oui. Qui est un des passages également très intéressants, voilà. Pratiquement aussi connu que la petite Madeleine. Et je me suis dit, moi je vais aussi un petit peu enquêter. Là oui, on est plutôt dans un essai. Qu'est-ce que ça veut dire que, même si d'autres avant moi ont écrit là-dessus, est-ce que je peux apporter quelque chose sur cette petite tache jaune là, oui. Et donc j'ai essayé de travailler aussi différemment, c'est-à-dire par petits pans également, oui. Par petits chapitres, et de donner des éclairages là, qui relèvent un peu
de l'imagination. Par exemple, j'ai inventé pas mal de choses autour du personnage de Bergotte, Oui. Notamment un faux article du Figaro où je raconte un reportage sur la mort de Bergotte. Je parle à un certain moment d'un syndrome de Bergotte. Oui, tout à fait. Il y a des choses aussi sur la couleur jaune. Donc, tout ça pour tourner un petit peu autour et pour s'approcher de ce pan de mur jaune. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? S'il scintille, là, il nous appelle. Bergotte en est peut-être mort. J'essaye de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avec une certaine distance un peu ironique Oui. et amusée. Hein. Même Proust avait beaucoup d'humour, parce qu'à un moment, il se demande si Bergotte meurt parce qu'il s'est rendu compte, bien entendu, que son art ne valait rien par rapport à l'art de Vermeer, etc. Ou s'il avait mangé la veille trop de pommes de terre, voilà. Ou s'il a mangé trop de patates. Proust est également capable de prendre un peu de cette distance. Recul, parce que voilà. de toute façon, c'est un des auteurs, Proust est un des auteurs les plus drôles qui soit. Hein. Bon, et moi, j'aime bien aussi je suis un contemplatif, vous l'avez dit, certainement, mais il m'arrive aussi de mettre un petit peu de temps en temps ce que Baudelaire appelle le piment de l'ironie. Oui. Il est toujours ce petit piment d'ironie, là, ce petit condiment, dit-il, Baudelaire. Et voilà ça. Donc, mon livre là, tourne autour de cette énigme-là, du pan de mur jaune. Presque comme c'est presque une histoire de roman policier. C'est un petit peu ça, voilà. Sans qu'on ait bien sûr tout à fait jamais véritablement la clé et la solution, parce qu'elle est multiple. Si ça se trouve, ce petit pan n'existe que chez le lecteur ou je ne sais où. Hein. Bon, voilà. Et Rembrandt? Alors, lui, il revient souvent. C'est un peintre, bien sûr, que j'adore, parmi d'autres. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'estime ou l'amour que je peux avoir pour un peintre n'est pas forcément lié entre guillemets, à mon inspiration ou à ma production. Il y a des artistes que j'aime tout autant, mais par je ne sais quel mouvement ou non-mouvement, je n'écrirai jamais une ligne sur eux. Ça, je ne sais pas pourquoi. Oui. On pourrait parler du vieux cliché de l'inspiration, je ne sais pas, mais là, par exemple, pour Beaujeun, j'ai écrit tout un livre, donc entièrement, un livre presque du ressort de l'écriture poétique. Et alors que pour d'autres, non, peut-être de ma vie, je n'écrirai jamais sur eux. Et donc Rembrandt, lui, il est revenu, je ne sais pourquoi. Dans le dernier livre, là, le peigne pour Rembrandt. Oui, Rembrandt, toujours un peu mal peigné, là, qui vient aussi d'un jeu de mots, hein, le peigne, parce que... Oui. Peigner et peindre, ce sont des verbes qui ont des morphologies un peu identiques. Hein. Il faut que je peigne, par exemple. Là, je me suis un petit peu amusé là aussi. Hein. Ce Rembrandt qui est souvent. Vous avez joué avec le. Oui, voilà. avec les mots. Et parce que le Rembrandt, il est parfois pas toujours très bien coiffé. Hein. Il a les tifs qui partent un peu dans les étoiles, hein, ou dans l'obscurité. Je reviens. J'aurais dû le faire avant, mais je reviens au petit pan de Proust. Vermeer, pour vous, c'est... Ah oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire et sur lequel donc j'ai un petit peu théorisé, parce qu'il y a des livres, la plupart de mes livres sont des livres donc en tant que poète, mais il y a quelques livres où je me suis un peu amusé en amateur. D'une certaine façon, fait théoriser un petit peu sur certains peintres, notamment le livre qui précède celui-là, où j'ai vraiment essayé de travailler sur ce que j'appelle l'image hollandaise. Oui. Qu'est-ce qui fait que Vermeer, Peter de Hoek, Metsu et d'autres, l'école de Delft et autres, qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont produit des images, mais des images qui sont vraiment très très particulières, oui. Qui sont véritablement très très spéciales. Alors je vais pas tout raconter, mais pour moi, un petit peu sans gâcher le mystère, il y a quelque chose qui relève d'une sorte d'équilibre entre ce que j'appelle le sens littéral. Oui. On est dans le quotidien, on est complètement plongé dans le quotidien, une servante qui ouvre une porte, une jeune fille qui lit une lettre, quelques tableaux dans le fond d'une pièce, et puis
une dimension allégorique, Oui. cryptée, allégorique. Et ça c'est très connu, les dimensions cryptées, allégoriques, etc. Mais chez les peintres hollandais, il y a une sorte d'équilibre très subtil entre justement le monde du quotidien dans lequel nous sommes plongés et quelque chose qui nous inspire, quelque chose de plus haut. Et ça, c'est tout à fait. Et cette chose-là, elle est réalisée chez les peintres dont je vous ai parlé, les Peter Dook, les Metsu, etc. Mais surtout chez Vermeer, parce que Vermeer, lui, véritablement, il pousse véritablement au plus haut, au plus subtil, cette ambivalence sémique, ce que j'appelle l'ambisémie des peintres hollandais, et qu'on retrouve pratiquement chez tout le monde. Oui. Ce va-et-vient entre le sens le plus élevé et puis le sens le plus terre-à-terre. Et cet équilibre est vraiment extrêmement subtil chez Vermeer. C'est très très beau. Donc ça donne des images où on se demande où on est. Est-ce qu'on est dans la maison avec la servante, avec l'armoire, la jeune fille qui lit la lettre, ou en même temps on peut être ailleurs parce qu'il y a tel ou tel geste ou telle ou telle couleur, ou il y a un tableau dans le tableau et ça va nous amener au sens le plus haut, le plus spirituel. Oui. Voilà, en quelques mots. Alors, bon, donc tout ça je le raconte encore dans un autre livre et après j'ai pris cette voie-là, j'ai essayé d'aller encore plus loin chez Vermeer, à travers ce détail. Alors, qu'est-ce qu'un détail? Oh, ça c'est compliqué, ça c'est subtil, hein. Il y a différents types de détails, il y a des gens beaucoup plus savants que moi qui en ont parlé, Daniel Arras bien sûr, hein. Il y a le détail qui peut être le simple extrait de la réalité, comme il peut y avoir le détail crypté ou qui amène à des choses beaucoup plus élevées ou beaucoup plus littéraires, puis il peut y avoir le simple détail, voilà, du simple point de table, du téléphone là, qui est sur la table, vous voyez, donc c'est l'univers du détail est aussi quelque chose d'extrêmement riche et d'extrêmement porteur de sens, oui. Ou pas, oui. Bien entendu. Donc c'est également quelque chose qui m'intéresse, oui. Qui vous intéresse, justement. Vous êtes et j'essaye d'avoir aussi le sens du détail dans mon écriture poétique. Oui, oui. Voilà, vous auriez aimé être peintre? Oui. Oui. Et j'ai moi-même barbouillé un petit peu il y a quelques années. Je continue toujours à faire un peu de peinture. J'expose un petit peu de temps en temps, mais je me considère pas comme un vrai peintre, mais je fais ce que je peux. Les couleurs. Vous avez beaucoup de couleurs dans vos écrits. On a parlé du bleu, j'ai lu. Je parle du mauve. Pour vous, le mauve est une couleur tourmentée? Peut-être, je ne sais, j'y ai vraiment jamais pensé. Peut-être le mauve est-il une sorte de bleu effectivement non apaisé, je ne sais pas, peut-être. Parce que quand vous parlez du mauve, j'ai l'impression que justement il y a quelque chose de tourmenté. Le mauve c'est comme quelque chose qui ne vous étouffe pas, mais je dirais que vous cherchez à percer. Il y a quelque chose dans le mauve de différent. C'est fort possible. En tant que lectrice, je le ressens comme ça. Oui, et peut-être le mauve est-il une sorte de bleu contrarié ou de bleu un petit peu plus compliqué, plus difficile, je ne sais pas. Quand vous parlez de tous ces peintres, quand vous écrivez sur tous ces détails, on le voit dans les petits pans de Proust, la mort vous effleure, ça veut dire que est-ce qu'on oublie la mort devant tant de beauté, devant tant de mystère aussi? Oui, bien entendu, oui. Et effectivement, la mort, certainement, quelque part, est en suspension. Oui. Hein, les statues ont quelque chose à voir avec la mort? Ou les sauver de la mort? Oui, peut-être, bien que ce ne soit pas possible, il y a peut-être quelque chose d'un peu orphique, hein, en essayant de les faire remonter des enfers à la surface, oui. Peut-être par le chant. Bien sûr, elles nous apprennent des choses sur le royaume des morts, hein, mais en même temps, elles sont tellement séduisantes, tellement belles, ces statues, hein, qu'elles nous parlent aussi de l'amour, de la bonté, de l'amour, ces statues, oui. Maintenant, il est d'usage, souvent dans les escales plutôt que dans les ricochets, mais quand même, je vais le faire avec vous. Je vais vous donner un mot, vous allez me donner quelque chose qui vous vient à l'esprit immédiatement. Vermeer. Alors, Vermeer, on va dire, Vermeer, une couleur, hein, tout simplement, le jaune. Détail.
Détail. Détail, je dirais carré. Carré. Couleur. Vous n'allez pas me dire Vermeer. Couleur, je dirais scintillement. Sentiment. La couleur qui scintille. Les abîmes. Le quoi? Abîme. Habillement. 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 Brocart. Brocart. C'est beau le brocart. Oui. C'est en peinture, c'est un peu partout, en tissu. Alors, vous êtes de Morlaix, en Bretagne. Oui. Et vous avez reçu le prix Cosson, je crois. Oui. Qu'est-ce que le prix Cosson? Alors, c'est un prix donc, qui est attribué par l'Académie de Bretagne et des Pays de Loire et qui rend hommage à un grand monsieur qui est ce monsieur Cosson qui a été un poète, qui a connu Cadou, qui était un poète des Pays de Loire, qui était un grand universitaire, un grand passeur de la poésie, de la littérature en général, professeur d'université. Et donc ce prix est un prix, on peut dire, un petit peu du Grand Ouest. Hein. Il se trouve que dans mon œuvre, je trouve, ou dans mes livres, je parle aussi un petit peu de mon pays. Oui, et plus oui, il apparaît, plus qu'on ne pense. Oui, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Si vous deviez vous-même parler de vous-même, ça veut dire si on vous disait, j'ai vu Daniel Kay, est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que vous direz? Qui est Daniel Kay? C'est grand, c'est énorme comme question. Mais oui. En un mot, vous vous reconnaissiez dans cet être un peu à la fois contemplatif oui. et en même temps un peu en mouvement? Oui, effectivement, en mouvement, je suis un grand marcheur. Et un grand marcheur et un grand regardeur également. Oui. Le regard est très important pour moi. Et le regard, la marche, le mouvement du corps, tout ça se retrouvant dans la conscience, la conscience du monde. Vous voyez. Vous m'aviez dit tout à l'heure, je reviens au début de notre rencontre, à cette interview, vous m'aviez dit avant, en off, que si vous aviez un stylo dans la poche, vous n'écrirez jamais. L'inspiration s'arrêtera. Oui, c'est ça. Vous avez besoin d'être dépouillé pour que ça vienne? Peut-être pas dépouillé, mais d'être dans des situations qui sont des situations risquées, oui. Des situations difficiles. Le poème ne peut pas devenir dans une situation, comme je vous disais, tranquille, petite bourgeoise, hein, où le poète va se mettre à son bureau et puis j'écris mon poème, etc. Non, ça c'est pas possible et ça n'aurait aucun intérêt. En revanche, là je m'aperçois que j'ai pas mon carnet, j'ai pas mon stylo, je suis en train de conduire la voiture, ou que faire? Alors que faire? Qu'est-ce qui me reste? Peut-être le téléphone maintenant, ou peut-être trouver, si je suis dans le train, un billet de chemin de fer ou un billet de train, et puis demander à mon voisin s'il n'a pas lui-même un stylo. Donc dans une situation, des situations qui ne sont pas des situations faciles, des situations compliquées. Et là, je vais demander à mon voisin dans le train si lui-même a un stylo. Je vais prendre une feuille où je vais écrire sur le billet du train, mais le stylo ne marchera peut-être pas très bien. Donc il va falloir que le verre que j'ai trouvé revienne encore d'une autre manière. Je vais le remettre dans ma poche. Je vais peut-être pas le retrouver le billet le lendemain. Il faut que je retrouve. Oui, des situations qui sont des situations difficiles et compliquées. Je ne suis absolument pas l'auteur, encore une fois. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, mais qui s'assoit et puis qui commence 7-8 heures, je vais écrire 3 poèmes et après promener le chien. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, non. Alors, est-ce que Daniel Kay a une chanson? Il peut chanter parce qu'il est d'usage aussi parfois de chanter. Est-ce que vous chanteriez quelque chose? Bon, si vraiment il faut le faire, oui, je vais essayer. Je demande beaucoup d'indulgence. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je relève le drap, je crois que tu as froid. C'est pas tout à fait ça, mais comme d'habitude. Et bon, je ferai le reste plus tard. D'accord, mais en tout cas, c'est bravo Merci. Déjà d'avoir accepté. Merci. Ça prouve quand même que vous êtes quelqu'un de très original dans le côté jeu. Je peux faire en anglais aussi. Vous pouvez, allez-y, en anglais. I know
The end is near, so I face the vinyl curtain, my friends. C'est formidable, j'adore. Ou je peux vous faire aussi Nono l'État, Allez, mais ça c'est une autre fois. Mais non, allons-y. Aujourd'hui c'est le jour d'un grand jour. Non, je ferai ça une autre fois, Nono l'État. Alors. C'est pas très moderne comme chanson, il faudrait que je fasse quelque chose de plus contemporain. Ah non, cette chanson est très belle. Oui, c'est vrai. Hein, oui. Elle est très très belle. Et on a tort parfois d'avoir un peu de dédain pour cette culture populaire, la culture des chansons, tout ça. Tout à fait. Et c'est dommage. Hein. Enfin, certains intellectuels, entre guillemets, qui peuvent dédaigner ce genre de choses, mais dommage. Oui, parce que c'est quand même de la poésie aussi, et en même temps c'est une atmosphère. Ben, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a son intérêt. Bien sûr. Daniel Kay, en tout cas, on a été très rapide, parce qu'on fera une autre fois quelque chose de beaucoup plus long, parce que j'aurais bien aimé revenir, entre autres, sur Proust, parce que Proust, peut-être te dire, Proust aujourd'hui est contesté par les uns et est toujours adoré par les autres. Proust était un grand écrivain. Oui, c'est sûr, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui arrive pour... vous aimez Proust, vous parlez de Proust. Pourquoi Proust aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on ne peut plus lire du Proust? Proust était quand même adoré. Oui, mais tout à fait, toujours. Après, les gens qui... Il y a des gens qui peuvent pas le lire, hein, parce que c'est un auteur, bien sûr, qui a son monde qui est extrêmement particulier, sa phrase est très particulière. Bien sûr, donc il y a des gens qui, effectivement, ne dépassent pas les 3 premières phrases, mais... Moi, je dis, c'est pas très grave. Hein. Ce qui serait terrible, bien sûr, c'est de continuer, s'accrocher, etc. Proust, tout est joué dans les 2 ou 3 premières phrases. Oui. Voilà, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et puis après, on est happé, on lit les 2000 pages de la recherche, ou alors ça marche pas. Voilà. Parce qu'on entre dans un monde, comme pour tous les grands créateurs, dans un monde, un univers extrêmement spécifique. Et on peut vraiment être à l'aise avec ce monde, hein, vraiment entrer dedans, ou alors on reste à la porte. Hein, mais moi, dès les 2 ou 3 premières phrases, j'ai senti que c'était un monde dans lequel j'allais entrer, hein, et qui était d'une certaine façon assez proche du mien. D'une certaine façon. Mais bien sûr, ce n'est que... C'est pas possible, c'est l'univers d'un homme, mais il peut y avoir des similitudes, des choses... par exemple, une histoire assez rigolote, avant d'avoir lu Proust, parce que j'ai découvert assez tard. Je sais que quand je passais en voiture, à un moment j'ai vécu 1 an ou 2 en Normandie, je sais que quand je voyais des vaches, par exemple, quand j'étais en voiture, je me disais toujours, j'avais l'impression, mais profondément, de voir des tableaux de Paulus Potter, avant de voir véritablement le paysage. Et il y a des gens qui me disaient, mais tu es fou, quoi. Je leur disais, tiens, un Paulus Potter. Mais non, c'est pas un Paulus Potter, ce sont vraiment des vaches. Et ça, c'est des choses que j'avais dans la tête avant de découvrir Proust. Après, j'ai découvert effectivement un peu que Swann, il est un petit peu comme moi, un peu beaucoup. Parce que dès qu'il voit quelqu'un avaler de pied, une servante ou un aristocrate, tout de suite c'est un Botticelli ou c'est un des grands artistes. Oui, c'est tout à fait... Voilà. Donc je crois que le lecteur, moi, ou le lecteur, quand il lit, que ce soit Proust ou un autre, je trouve qu'il y a des choses, il doit y avoir aussi un partage dans le monde du lecteur, et puis le monde de l'écrivain, mais le monde de l'écrivain qui doit aussi lui ouvrir des plus grandes les portes aussi. Hein. C'est pour ça qu'on parle de réalité augmentée. Par exemple, Baugin, c'est le peintre de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est pas forcément ce que nous apporte la technique, c'est Baugin. Tableau de Baugin ou une page de Proust quand il décrit la mer à Balbec ou la mer qui se reflète dans la bibliothèque du Grand Hôtel. Ça c'est la réalité augmentée. Bon, après il y a effectivement le monde de la technique, mais eux aussi sont dans la réalité augmentée. Je dirais même que la littérature, la poésie, ce sont des augmentateurs, si je peux employer ce terme, qui n'existe pas, mais c'est des augmentateurs de présence. Mais je crois que vous êtes dans de nouveaux projets de livres, vous n'arrêtez pas. C'est toujours dans les paysages, les portraits, enfin, ces petits instantanés. Quelque chose va paraître bientôt. Oui, le prochain livre, donc, qui paraîtra l'année prochaine,
je pense que c'est plutôt l'année prochaine, Oui, hein, chez oui. Gallimard. Oui. Donc devrait s'appeler Vie héroïque. Alors, ça rappelle un peu les auteurs de l'Antiquité, la vie des grands hommes, etc. Sauf que c'est assez ironique, Oui. puisque c'est avec beaucoup de malice. Ça devrait s'intituler Portraits, sentences et anecdotes, comme chez les grands auteurs Oui, anciens. tout à Mais fait. c'est peut-être Vie héroïque dans le sens un peu, vous voyez le film de Gainsbourg, Vie héroïque. Oui. Alors, on est plus dans des vies héroïques de personnages un peu... parfois un peu borderline, un peu... tous les personnages qui sont dans Oui. les portraits, là, sont tous des excentriques, des personnages un peu... Mais je puise, comme je vous l'expliquais, je puise depuis l'Antiquité à nos jours. Il y aura des philosophes de l'Antiquité, il y aura des peintres et à l'imaginaire, des peintres du Quattrocento, Oui. des peintres contemporains, des chanteurs. Oui. Il y aura Dalida, par Ah, exemple. c'est Il y aura, formidable, vous allez faire un... voilà, et toutes sortes de... En fait, l'humaine condition, Oui. à ma manière, Oui. de manière parfois assez surprenante, avec des citations. Oui. Il y a un auteur portugais quand même, que j'ai inventé. Il y a un portrait de son cousin, le portrait de son père. Ces gens-là n'ont jamais vécu. Oui. Oui, oui, oui. En tout cas, un grand merci. Il y a un peu de bruit parce que nous sommes dans un... Oui, c'est pas grave. c'est normal. En tout cas, nous vous remercions infiniment. Et j'aimerais terminer justement ces ricochets par une critique faite d'Anne Bursea dans L'aide capitale sur le tableau de Baugin. Il dit: le tableau de Baugin est frappé par un triple sceau qui le soutient et l'anoblit. La modestie en majesté, la présence comme réponse au miracle, et enfin le triomphe des notions d'idées et de substance dans l'alchimie secrète de la durée. Je pourrais dire que ces mots, vous irez à vous, Daniel Kay. Vous irez beaucoup parce que vous êtes aussi, vous avez la modestie en majesté alors que vous êtes quelqu'un qui avait non seulement beaucoup à dire, de l'imagination, de l'imaginaire, mais en même temps, vous êtes toujours au soin de ce lecteur, au soin de ce que vous voulez dire. Et c'est magnifique. Et vous avez aussi comme un besoin de triompher, peut-être de la mort, du fait que nous allons finir, de la finitude. Oui, tout en sachant, bien entendu, tout en sachant que c'est impossible. Oui, mais vous foncez quand même. Oui, complètement. Je joue le jeu comme si ce n'était pas impossible. Oui. Et je vous remercie beaucoup, Jeanne, et l'excellent Dan Bursea, qui comprend tout de l'univers Oui, des auteurs c'est vrai. et qui est capable de le restituer en très peu de mots. Oui, Là, il a ce talent également. Et vraiment, en tout cas, on vous remercie énormément. c'est moi qui vous remercie. C'était les ricochets donc avec Daniel Kay. Daniel Kay qui n'est plus à présenter, on dira bien sûr qui est Daniel Kay, ou bien tout le monde ira voir. Mais vraiment, merci beaucoup. Et vous avez chanté. Un grand merci. Merci, Merci Jeanne. beaucoup.